Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est en plein cœur du chantier de Notre-Dame que nous avons échangé avec Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques de France, chargé entre autres de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un échange authentique et inspirant que vous découvrirez, durant lequel Philippe revient sur le jeune garçon qu'il était, admiratif de sa précieuse maquette de Notre-Dame, rêvant de pouvoir lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Il dévoile avec nous son incroyable parcours, l'ayant conduit à réaliser la mission de sa vie. Bon épisode! Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Enfant, j'étais assez solitaire, très vite. Sans doute parce que mes frères et sœurs étaient plus âgés, moi j'étais le dernier de la famille, donc j'avais pas tellement envie de me mêler à ces espèces de disputes ou de trucs de gamins. Et comme très vite on m'a filé une boîte de Lego, je devais avoir 4 ans, j'avais besoin de personne pour jouer avec mes Lego, donc je m'isolais dans ma chambre. Ensuite on m'a filé des disques. Très rapidement, on m'a appris à me servir de l'électrophone. Donc j'ai rayé évidemment tous les disques, parce que j'étais pas soigneux spécialement. Donc c'est comme ça que j'ai eu des disques d'orgue entre les mains, je devais avoir pareil 4-5 ans. Ensuite, on m'a progressivement, on m'a donné des livres sur des cathédrales. Donc j'ai regardé ça, je comprenais rien puisque je lisais pas, mais j'avais de belles images, de belles gravures, de beaux dessins. Et je trouvais ça beau. Et puis du coup, la passion de l'architecture m'est venue, avec ma boîte de Lego. Et puis des monuments historiques et des cathédrales avec mes livres. Et puis de la musique et de l'orgue avec mes disques. Et en fait, ces activités-là, elles sont solitaires. Donc j'ai toujours été solitaire en réalité. Le sport, j'en ai jamais éprouvé le besoin et ça se voit toujours aujourd'hui. Ça m'intéresse pas, surtout que c'est collectif. Et moi, le collectif, c'est vrai que c'est pas tout à fait quelque chose qui me plaît. Et je dois dire qu'aujourd'hui, alors je suis à la tête d'une équipe de 25 à 30 personnes, je sais plus exactement. Il y a toujours cette solitude. On parle toujours en plaisantant de la solitude des chefs. C'est vrai. En fait, tout repose sur vous. Les gens comptent sur vous. Ils viennent vous voir vous et vous êtes seul à trancher, même si vous avez besoin de l'avis des uns et des autres pour être sûr de ne pas trancher à côté. Mais il y a toujours cette espèce de solitude. Et je dois dire que parfois, je me dis que c'est très lourd, très dur. Mais en même temps, je ne m'imagine absolument pas être sous les ordres d'eux. C'est pour ça que je peux avoir parfois des rapports un peu difficiles. Là, à Notre-Dame, par exemple, avec la maîtrise d'ouvrage, où j'estime qu'ils ne comprennent pas les véritables enjeux, ils ne comprennent pas mes désirs et mes nécessités pour réaliser le projet. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, voilà, en parlant, je m'aperçois que je suis assez solitaire, mais que finalement, c'est à la fois plaisant et à la fois une nécessité. Parce que pour faire ce chantier-là, il ne faut pas être non plus parasité par différents décideurs. Très vite, ma mère m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, à 4 ans. Et elle m'avait dit, et moi j'avais répondu, je veux construire des maisons. Alors après, elle m'a dit, tu veux être maçon ou est-ce que tu veux être architecte ? Alors je dis toujours en rigolant que déjà à l'époque j'étais snob et que je trouvais que le mot d'architecte sonnait mieux que maçon. Donc j'avais dit architecte. Et depuis ça m'a plus quitté. Alors à 4 ans je voulais déjà être architecte et puis est arrivé la 3e où j'étais dans une école où on préparait plutôt dans les bacs scientifiques. On m'a dit ah non vous êtes trop nul en maths, c'est pas la peine, vous serez jamais architecte. Donc on m'a envoyé dans une autre école avec un bac littéraire. Donc là j'avais pas tout à fait réalisé que j'aurais des problèmes peut-être. Et puis il se trouve que miraculeusement, ma mère, toujours elle, a constaté qu'on pouvait tout à fait rentrer en école d'architecture avec un bac A à l'époque, donc un bac littéraire, avec soi-disant probablement des difficultés, je passe les péripéties du bac, etc. Et j'ai fini par rentrer en école d'architecture et j'ai eu aucune difficulté à rentrer dedans parce que j'étais viscéralement, je pense, architecte au fond de moi-même. Depuis toutes ces années, je m'étais préparé plus ou moins.
Et puis est arrivée la spécialisation sur les monuments historiques avec l'école de Chaillot, et puis ensuite le concours. J'ai eu le concours, et puis ensuite on m'a affecté dans différents départements jusqu'au jour où on m'a enfin donné un monument majeur qui était le château de Chambord, en 2010 je crois, ou 11. Ensuite en 2013 on m'a confié Notre-Dame de Paris, ça c'est encore un miracle parce que c'est pas... Je détonne un peu, justement, ma nomination a un peu surpris beaucoup. Et puis il y a eu l'incendie et je suis encore là, donc voilà. Pour mon apprentissage de mon métier d'architecte, en fait, pour des questions familiales, j'ai d'abord fait architecture intérieure. Bon. Je dis toujours en rigolant que je suis aussi décoratrice. Ça, c'est généralement quand je veux imposer telle ou telle couleur sur un mur, ou tel meuble, ou tel lustre quelque part. J'ai dit, puis n'oubliez pas, d'abord, je suis d'abord décoratrice. En rigolant avec une certaine, on va dire, rien que d'employer le mot décoratrice au lieu de décorateur, c'est vraiment le côté pas se prendre au sérieux. Et donc j'ai commencé à apprendre à dessiner, à voir en trois dimensions, etc. Enfin, du moins à utiliser les codes et les méthodes pour pouvoir m'exprimer en trois dimensions. Ensuite, je suis rentré en architecture, en école d'architecture, et là j'ai eu la chance d'être dans un atelier, d'abord dans une école où il y avait des ateliers, où on apprenait énormément l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, et où on dessinait pas mal. Et puis j'ai eu là-dedans des professeurs qui ont vu que j'étais un peu, on va dire, spécial, parce que en rentrant en architecture, j'avais déjà dit, je rentre en architecture pour devenir architecte en chef des monuments historiques. Donc déjà c'était bon, je suis obligé de passer par vous, je passe par vous, mais après je me spécialise et je vais changer de voie ensuite. Et dans cet atelier, on m'a laissé devenir ce que je voulais être. On m'a jamais critiqué lorsque je dessinais une croisée d'ogives en laine et les collets pour rentrer dans un zoo. On m'a jamais critiqué lorsque je faisais des rendus dits entre guillemets vieux cons, c'est-à-dire à l'aquarelle, à la gouache, genre de trucs qui étaient plutôt des modes d'expression un peu pas surannés, mais au moins qui montraient que j'avais un peu de culture dans le domaine, enfin des modèles en tout cas, des références dans les monuments historiques. Ma plus grande référence, en fait, je l'ai connue en 1979, j'avais 16 ans, lorsque j'ai visité l'exposition de Viollet-le-Duc à l'occasion de son centenaire de sa mort. Et là j'ai découvert, Viollet-le-Duc, 2, mon futur métier, 3, des maquettes, des rendus, des choses comme ça. C'est là, en 79, j'ai compris que je voulais vraiment être architecte en chef des monuments historiques parce que je savais pas ce que c'était avant. Et de cette époque-là est née ma maquette de Notre-Dame, est né mon engouement et vraiment mon envie, ma soif, ma faim de lire tous les livres de Viollet-le-Duc, donc de comprendre ce que c'était que l'architecture gothique. C'est là où je suis vraiment rentré à la sortie, enfin l'adolescence quoi. Je suis déjà rentré vraiment dans mon futur métier. Et puis donc je suis rentré en archi. Et là j'ai eu un professeur qui s'appelait Jean-Pierre Martinon, à qui je dois énormément de ce que je suis, que ce soit dans la culture, que ce soit dans les défis et que ce soit aussi dans l'attitude. Ce maître m'a appris à une certaine désinvolture, mais pas au sens on s'en fout, non. C'est, on va dire, du détachement des choses tout en faisant les choses sérieusement. C'est-à-dire, il m'a appris à être sérieux tout en ne se prenant surtout pas au sérieux. Et je suis toujours comme ça. C'est pour ça que je détonne beaucoup, parce que les convenances, je m'assois souvent dessus, parce que j'estime que c'est pas l'emballage qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, ma jolie chemise que je porte aujourd'hui avec des petits papillons, j'ai beau être architecte en chef des monuments historiques en charge de la reconstruction et de la restauration de Notre-Dame de Paris, virgule, ça m'empêchera pas de porter une chemise comme ça et d'être en basket. D'autant que mon travail à Notre-Dame m'oblige souvent à aller dans les vestiaires, à me changer pour aller sur le chantier, donc je vais pas me mettre en costume cravate. Donc je suis plutôt un architecte en chef de terrain et proche de mes compagnons qui travaillent sur le chantier, proche de mes collaborateurs qui eux aussi vont tous les jours dans les vestiaires. Donc vous voyez, le côté statut du commandeur, certes je l'ai, parce qu'il paraît qu'on me l'a donné, mais je vis pas avec et ça m'encombre plutôt qu'autre chose.
Donc, du coup, j'ai cette mentalité-là que j'ai acquise au cours de mes études. Et j'ai toujours eu cet état d'esprit. Je ne supporte pas, enfin c'est pas que je supporte pas, c'est que ça me fait rire parce que il n'y a que la personne qui le dit, qui prend ce qu'il dit au sérieux. Quand on me dit monsieur l'architecte en chef, etc., ou qu'on me reçoit dans une académie parce que c'est la mode en ce moment, je prends ça avec un détachement total. Je me dis, il faut passer par là, je passe par là, les gens sont contents. Moi, ça me fait, j'ai envie de dire, ni chaud ni froid. J'ai commencé tout petit, c'est-à-dire qu'on m'a donné le département de Creuse, où il n'y avait ni cathédrale ni monument appartenant à l'État, donc c'est dire. Il y avait des vaches, de l'herbe et des arbres tortueux, et un climat abominable. Mais de belles petites églises, de beaux petits édifices, bon, j'ai fait mes armes là-dedans. Ensuite, en même temps, on m'a confié la Charente, département, on va dire, bonhomme, sympathique, ensoleillé, plaisant, très 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 plaisant. Belles architectures, des gens adorables, voilà. Ensuite, on m'a donné la Charente maritime parce que j'ai quitté la Charente. Là, je me suis rapproché de la mer et je me suis, comme poisson, signe astrologique, je m'y sens très très bien. La preuve, j'ai une maison là-bas. Et puis, on m'a donné, qu'est-ce qu'on m'a donné? La Haute-Vienne, des départements comme ça. Bon, tout ça, c'était quand même des petits départements avec des petits édifices, des petites choses pas très importantes. Et puis, est arrivé l'incendie de l'hôtel de ville de La Rochelle, où j'ai quand même eu un grand monument qui a brûlé. Euh, Et peu de temps avant, on m'avait confié Chambord parce que, en fait, j'ai constaté, je croyais naïvement que la progression, si on peut dire, d'une carrière d'architecte en chef était faite au mérite. C'est-à-dire que j'avais toujours des avis dithyrambiques sur mes dossiers, sur mes restaurations, tout ça. Mais le ministère ne réagissait pas plus que ça. Et lorsqu'un jour j'ai eu un petit conflit avec des gens d'une région, je suis monté au ministère en disant que j'en avais assez, que c'était plus possible. On m'a compris tout à fait et on m'a dit, et j'ai dit je quitte ce département, cette région-là, c'est plus possible. Et on m'a dit bon bah écoutez, en attendant, prenez le Loir-et-Cher, il y a Chambord dedans, mais là vous ne l'avez pas, il sera mis en vente un peu plus tard. J'ai dit je m'en fiche, je prends. Donc j'ai testé cette fois le tuffeau, une pierre que je connaissais pas et que j'aime pas tellement. Et puis est arrivé le moment où on m'a confié Chambord, où là je me suis amusé comme un fou, mais paradoxalement c'est pas le château qui m'a le plus plu dans mon passage à Chambord, c'est la restitution du jardin. J'ai beau être architecte, je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de satisfaction à faire ce jardin parce que d'abord c'est offrir un écrin à une merveille, donc on ajoute quelque chose sans toucher au chef-d'œuvre. Et puis surtout un jardin, c'est pas comme un monument. Un monument, vous le restaurez, il est tout beau, il est tout neuf, et puis ensuite il va se dégrader. Tandis qu'un jardin, vous le plantez, il est tout petit, tout chétif, et tout d'un coup il va prendre de l'ampleur, et tout d'un coup il va croître. Et ça c'est beau, parce que c'est le chemin inverse. Ça se dégrade pas un jardin, ça prend de l'ampleur et ça devient beau. Donc j'ai eu ça, et puis boum, il y a eu Notre-Dame qui est passée par-dessus. Donc j'ai eu en fait une petite progression comme ça, mais il a fallu que je dise coucou, j'existe. Je me suis aperçu que il fallait se manifester. Et comme je suis un solitaire, virgule, j'éprouve pas le besoin d'aller écrire dans des revues, des machins, regardez ce que j'ai fait, c'est très beau, je laisse ça aux autres, ça m'intéresse pas. Alors je sais pas si c'est parce que je suis paresseux ou ça ne m'intéresse pas d'aller écrire, regardez ce qu'on a fait, c'est très beau. Là pour Notre-Dame, je frémis à l'idée qu'un jour on va me demander qu'est-ce que vous avez fait à Notre-Dame, parce que je l'ai vécu, d'accord, je sais qu'il va y avoir plein de livres qui vont sortir sur Notre-Dame, et pas plus tard qu'il y a une semaine j'en ai reçu un où je me suis dit mais je vais pas m'emmerder à lire ce truc là parce que je le vis. Donc je vais pas lire les bouquins qui sortent sur Notre-Dame, ça n'a aucun intérêt pour moi. Aller le raconter, oui, mais pas tel qu'on l'attend. Je sais qu'on attend de moi à la sortie quelque chose, mais c'est déjà en cours, je suis déjà en train de rédiger quelque chose. Mais c'est pas du tout ce à quoi les gens vont s'attendre.
Et c'est tant mieux. Parce que j'aime bien aussi surprendre. On attend de moi des choses, mais en fait, j'aime beaucoup dire ah, maintenant, c'est pas ça que vous allez avoir, c'est autre chose. C'est mon petit côté un peu joueur, un peu. Et ça rejoint le côté je me prends pas au sérieux. Vous attendez de moi des gros trucs. Ben non, vous aurez autre chose parce que ça m'amuse en fait de faire ça. Mais donc, je me suis aperçu que on m'a confié des monuments. Pas forcément parce que j'étais génial ou j'avais du talent, mais parce qu'on a dit « Ah oui, tiens, au fait, il existe ». Et ma nomination à Notre-Dame, alors là, c'est complètement autre chose. C'était quelque chose que j'attendais sans jamais y croire depuis que je suis gamin. Quand j'allais à Notre-Dame pour les concerts d'orgue et je regardais les voûtes au plafond, je me disais « Oh là là, quand je serai architecte, bon ». Quand je suis devenu architecte, je suis allé sous les voûtes et j'ai dit « Oh là là, mon Dieu, bon, comment je ferais ?» Quand je suis sorti de Chaillot, diplômé de Chaillot, j'ai fait « Oh là là, mon Dieu, maintenant je suis censé savoir comment on fait, oh là là ». Et ensuite, quand je suis devenu architecte en chef, là j'ai regardé les voûtes, toujours pareil, je fais « Maintenant, comment tu fais là, tu l'as, qu'est-ce que tu fais ?» Bon. Et puis, mais je me disais « Bon, rêve pas, tu l'auras jamais ». Mais c'était quand même en moi. Il y avait cette cathédrale, elle fait tellement partie de moi, parce que c'était elle qui a fait de moi ce que je suis, parce que si j'ai voulu être dans les monuments historiques, c'est parce qu'il y avait Notre-Dame, si j'adore l'orgue, c'est parce que Notre-Dame, Notre-Dame, c'est vraiment le monument qui rassemble tout ce qui me constitue. Et, mais en tout point de vue. Et donc là, quand le poste a été vacant, et je savais très bien depuis que je suis architecte en chef que c'était en 2013 que ça se passerait, j'ai été nommé en 97, j'étais déjà en train de regarder 2013. Et quand c'est arrivé, j'ai vu la candidature arriver. Le poste est vacant. Alors, comme j'avais fait une maquette de Notre-Dame, en fait, il y a eu un truc bizarre, c'est que j'étais aux vacances de Noël en 2012, oui, chez moi, à Bourse-Franc, il y a la maquette de Notre-Dame, et je sais pas pourquoi, j'ai enlevé le capot de ma cathédrale et j'ai rentré mon téléphone dans la maquette et j'ai pris des photos. Et je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'avais des photos belles de ma cathédrale. Je me suis dit, oh, c'est rigolo. Et comme à cette époque-là, il y a toujours d'ailleurs des sites où vous pouvez faire des bouquins d'après vos photos de vacances, machin, je sais pas quoi. J'ai dit, bah, tiens, je vais faire un bouquin sur mes maquettes. Et là-dessus, j'ai sorti un livre, un petit livret comme ça, avec les photos de mes maquettes. Et je me suis dit, ben voilà un truc qui va aller avec ma candidature pour leur montrer que je suis complètement fou furieux de Notre-Dame de Paris, même si c'est un côté train électrique. C'est comme si je voulais devenir directeur de la SNCF au prétexte que j'avais un super train électrique dans mon grenier. Donc, je trouvais ça un peu infantile, mais je me suis dit, après tout, ça montrera une facette aussi de moi. Et puis est arrivé le moment où le ministère a choisi, et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été choisi. Le jour où je savais que le ministère était en train de choisir, j'avais fui à Chambord avec 2 collaborateurs et on faisait un diagnostic sur les 2 escaliers latéraux du château. Et je savais dans ma tête, je regardais ma montre tout le temps. Bon. Et puis à un moment donné, le téléphone a sonné et le président de la compagnie de l'époque me dit est-ce que ça te dit de devenir l'architecte en chef de Notre-Dame ? Et là, rien que d'y penser, ça m'émeut parce que j'ai eu les jambes qui ont réellement flagellé, c'est-à-dire flageolé. Là, j'ai poussé un cri de débile dans la cour du château et j'y ai pas cru. En fait, je m'en remets toujours pas d'ailleurs. Je sais pas ce que je fais ici là à vous parler. Je sais pas qui c'est le type qui vous parle. Et puis j'ai pris mes fonctions, youpi. J'ai jamais su au préalable que je pouvais être un leader. Mais par la force des choses, vous êtes bien obligé de prendre des décisions parce que vous remplissez une fonction. Votre fonction impose que vous preniez des décisions et impose que vous sachiez ensuite. Vous avez affaire à des entreprises, donc à des compagnons, à plein d'entreprises en même temps, à des maires, à tout ça. Donc vous avez un rôle à la fois faut rassurer, dire vous inquiétez pas, votre monument il est entre nos mains, on va le gérer.
aux entreprises, leur dire voilà ce que je veux, voilà comment je le veux, et voilà, il faut se méfier, les entreprises sont toujours là pour chercher la moindre occasion, la moindre faille pour ensuite faire de l'argent sur votre dos ou essayer de vous gruger. Bon. Alors, donc il s'agit de faire bien comprendre, ça, c'est tout un mélange, il suffit de bien faire comprendre aux entreprises dès le départ que vous n'êtes pas quelqu'un qui va se faire avoir, que vous maîtrisez votre boulot et que ça ne marche pas comme ça. Donc il faut imposer ce truc-là. Et effectivement, comme je suis plutôt de nature solitaire, je me suis forcé. C'est-à-dire que je suis rentré dans la peau, j'ai dû m'incarner, si on peut dire, je devais incarner le poste. Et pour incarner ce poste, il faut être chef. Et j'ai eu un modèle qui était mon dernier patron, pour lequel j'ai une grande admiration, une grande affection, c'était Éric Palot, qui m'a montré comment être patron. J'ai eu un ou deux patrons qui étaient justement les contre-exemples. Il y en a un qui d'ailleurs est inspecteur général ici, qui lui faisait pleurer ses collaborateurs, les humiliait. Il m'a humilié moi-même, une très haute estime de lui, mais pas une estime du tout, ni une certaine empathie pour les gens, sans lesquels d'ailleurs il ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Une fois qu'on a compris que c'est pas le tout de dire je veux, il faut aussi avoir les personnes qui sont capables de le faire et qui ont envie de le faire. Et Éric Palot m'a montré qu'on pouvait obtenir des gens tout ce qu'on voulait, simplement en les respectant, en étant calme, pédagogue, et donc il m'a appris ça. Et je me suis aperçu que toute l'équipe là que je gère, c'est pas grand chose, hein. Alors certes par nature, je suis peut-être solitaire, mais je suis terriblement exubérant. C'est-à-dire que je suis clown. Je souffre quand les gens m'aiment pas. Parce que je comprends pas pourquoi les gens m'aiment pas, vu que je suis gentil avec les gens. Donc quand quelqu'un m'aime pas, je me dis mais pourquoi il m'aime pas, il n'y a aucune raison de pas m'aimer, donc ça m'affecte. Donc je fais tout pour que les gens m'aiment bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, c'était donnant-donnant, j'avais le retour. J'ai des collaborateurs dévoués, à la fois à moi et au monument. Et les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises me sont dévouées, je vous assure qu'ils ont pour moi une affection. Quand n'importe lequel me croit sur le chantier, il m'appelle pas monsieur l'architecte en chef, il m'appelle Philippe, on se claque la bise. Bon, c'est moi qui ai un petit peu institué ce truc-là, mais c'est un chantier totalement atypique, fraternel. Mais c'est à la fois dans le chantier avec les entreprises et à la fois dans mon agence avec les collaborateurs. Et tout ça, c'est le truc commun, c'est de l'intérêt, de l'affection et du respect. Mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours aussi leur dire attention, je suis aussi capable de mettre des beignes. Et j'en mets de temps en temps. Mais quand j'en mets, je joue un peu le père Fouettard, parce que je sais qu'il faut que je fasse le père Fouettard. Et des fois c'est très sincère, des fois faut pas m'énerver, alors là boum ça part. Mais d'autres fois je fais forcer un peu le trait, mais je m'aperçois que ça marche très bien. Et là j'ai réussi sur le chantier de Notre-Dame à faire un truc avec la sécurisation, un truc de fou, quoi. J'avais derrière moi les gens, bam, je disais saute, ils sautaient. Et là c'est toujours pareil, là j'ai essayé, j'avais très peur parce que je me suis dit la sécurisation s'est faite avec certaines entreprises dans un contexte bien particulier, la cathédrale avait brûlé, il fallait la sauver. Là maintenant je suis dans la phase de reconstruction. Donc j'ai plein d'entreprises qui sont venues, qui n'étaient pas avant, qui sont agrégées à tout ça. Mon défi ça a été de dire il faut que j'arrive à les souder de la même manière que je l'avais fait pour la sécurisation pour que le même état d'esprit ait lieu. Je crois que le pari est gagné parce que là chaque fois que je me balade dans la cathédrale, de temps en temps je me fais penser à Napoléon avec ses grognards. C'est-à-dire que vous savez, je pince la joue, je tire l'oreille, enfin c'est des trucs un peu c'est très affectueux, je suis très paternaliste en fait. Notre-Dame de Paris, c'est le chantier de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait avant, la petite église en creuse, en machin, tout ce que vous voulez, et même l'incendie de la flèche de Saint-Amand, le jour de ma nomination d'architecte en chef, l'incendie de l'hôtel de ville de La Rochelle, tout ça, ça m'a préparé à Notre-Dame de Paris. En fait, tout ce que j'ai fait avant, c'était pour. Je vous parlais de destinée tout à l'heure, c'était pour faire ce que je suis en train de faire. Et si j'ai eu les réflexes conditionnés pour sauver la cathédrale après l'incendie, c'est uniquement parce que je connaissais très très bien la cathédrale, parce que elle est dans moi, je circule dedans les yeux fermés, si on peut dire. Et j'ai eu ces réflexes conditionnés qui sont arrivés, boum, je ne me suis pas posé de questions. Parce que tout ce que j'ai fait, ça m'a servi ce jour-là. Dès le 16 avril, j'avais déjà mon objectif, c'était de reconstruire la cathédrale, n'en déplaise à certains, qu'ils soient
très haut placé ou un peu moins haut placé, ma conviction c'était qu'il fallait retrouver la flèche de Viollet-le-Duc, la toiture de Viollet-le-Duc, la charpente de Viollet-le-Duc et la charpente médiévale. Ceci étant dit, j'y suis allé à petits pas, et finalement, force est de constater que j'ai gagné, puisque finalement on refait la flèche à l'identique, la charpente médiévale, et avec le plomb et le bois. Ça n'a pas été toujours évident de le faire, on a perdu énormément de temps à convaincre des gens qui prétendaient d'autres choses, mais bon, le résultat est là. Quant ensuite aux méthodologies, la sécurisation, je l'ai inventée le jour même, le 16 avril avec les pompiers, j'ai vu tous les problèmes, et avec les entreprises, j'ai dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on va le faire comme ci, comme ci, comme ça. On a, le soir, dans les Algeco, quand on faisait notre réunion de débriefing, je disais bon ça c'est fait, là demain on va faire ça, donc je donnais le programme aux entreprises, c'était au jour le jour. Mais c'était toujours très cohérent, parce que je savais que je devais faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, le parapluie il était déjà prévu, les cintres sous les arcs-boutants étaient prévus, enfin tout était prévu, j'ai pas rajouté quoi que ce soit, j'ai pas retiré quoi que ce soit, si ce n'est la taille du parapluie, que les ingénieurs ensuite ont dit non, trop grand, trop prise au vent, on va trouver autre chose, on a trouvé autre chose, mais tout était écrit, déjà. Et donc j'avais déjà ma restauration, je savais que j'avais à reboucher 3 voûtes, j'avais à reconstruire la flèche, à reconstruire la charpente du 19e, à reconstruire la charpente médiévale, à retrouver la couverture en plomb, à dépolluer, à nettoyer l'intérieur, et puis mon projet était fait. Le président a dit je veux qu'elle soit reconstruite en 5 ans, moi j'ai fait dont acte, chiche, et j'ai dit oui ça devrait être possible, mais il faut pas perdre de temps, faut arrêter les stupidités de concours ou autres, si on l'a fait l'identique c'est bon ça marche. Et puis, entre-temps, on a eu le plomb, la grosse polémique sur le plomb. Il y a des gens qui ont dit « Oh, le plomb, ça tue, les enfants vont tous mourir, Notre-Dame a pollué toute l'île de la Cité, voire Paris, la région parisienne, jusqu'à Rouen, on a retrouvé des trucs, regardez, c'est scandaleux, c'est affreux, plus de plomb sur les monuments, c'est un scandale, etc. » Donc, on a eu un préfet qui a appliqué le principe de précaution, qui est un principe qui permet aux gens en responsabilité de ne pas les prendre. C'est absolument remarquable, et donc là on a fermé le chantier, puis on a tout repris, les protocoles, etc. Et là-dessus, le chantier a été ouvert grand à l'inspection du travail, qui nous a imposé le protocole amiante pour le plomb, parce qu'il n'y a pas de protocole plomb, ça n'existe pas, donc là on a l'amiante. L'amiante c'est volatile, le plomb ça tombe par terre, mais c'est pas grave, donc on doit se mettre dans les vestiaires, prendre des douches, enfin un truc invraisemblable, des installations qui coûtent une fortune, qui ont pris un temps fou à être montées, bon, et là-dessus vous avez le Covid qui arrive, et donc interruption de chantier, confinement, changement de protocole, une personne tous les je sais pas combien dans les réfectoires, donc il fallait que les gens s'espace, et donc les services de repas devaient être éloignés pareil, les douches, fallait un type par casier, enfin, c'est complètement fou. Et pendant ce temps-là, le temps court. Donc, il a fallu, et mon boulot tous les jours, ça consiste à veiller à ce que le planning, là, juste derrière moi, soit parfaitement tenu. Et au besoin, même optimiser un maximum. Donc depuis même la rentrée, là, en particulier depuis septembre, j'ai donné un objectif extrêmement ambitieux, mais à ma grande surprise, je me suis dit je vais me faire lyncher. Non, les entreprises ont dit oui, on va le faire. Et là, à l'heure où je vous parle, je suis en train d'atteindre un des objectifs que je m'étais donné, c'est-à-dire de terminer le transept sud à l'intérieur. Et il va être fini dans 3-4 jours, et dans une semaine ou 10 jours, je fais démonter les échafaudages à l'intérieur du transept. Tout ça pour à la fois pouvoir juger de l'effet que ça va donner, parce que ça va être partout dans la cathédrale, pour en plus stimuler les gens, pour dire, vous voyez, finalement ce qu'on fait, voilà ce que ça va donner, voilà le but à atteindre, donc quelque part ça va beaucoup stimuler les gens, parce qu'ils vont voir l'objectif, ils vont comprendre, et moi je vais être content parce que je me dis, ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc je cours à chaque fois après les entreprises, après la maîtrise d'ouvrage, pour qu'on ait les moyens, pour que ce soit organisé correctement, pour qu'on tienne dans les délais. Et concernant la flèche, on est dans les délais. Alors la reconstruction de la flèche c'est quelque chose d'assez spécifique, parce que on fait exactement comme Viollet-le-Duc l'a fait. Viollet-le-Duc, lui, s'est pas embêté. Pour bâtir sa flèche, il est parti de l'intérieur. Pour partir de l'intérieur, il a fallu qu'il dépose la voûte de la croisée. Nous, on a de la chance, si on peut dire, la voûte s'est effondrée pendant l'incendie, donc on a un trou. Donc je monte un échafaudage depuis le sol, qui va monter à 100 mètres du sol, qui va peser 400 à 500 tonnes, et donc des tas de calculs d'ingénieurs, des fouilles archéologiques préventives, des choses comme ça, très longs, très compliqués, qui justement pouvaient menacer mon planning, dont j'ai demandé aux entreprises
de reprendre le contexte dans lequel il travaille pour optimiser au maximum, donc dans la méthodologie de reconstruction de la flèche et par rapport à la séparation entre la construction de la flèche et la reconstruction de la voûte, trouver des protocoles pour qu'on optimise et le planning, et surtout que l'objectif final, c'est pas tellement l'achèvement de la flèche, c'est surtout que la cathédrale soit ouverte à l'intérieur. Donc reconstruction de la voûte, urgente, mais reconstruction de la flèche en même temps, puis tant pis si c'est pas complètement terminé à l'extérieur, du moment que l'intérieur l'est. Et donc c'est ce sur quoi on travaille absolument. Mais la flèche, vous allez la voir surgir, alors il est prévu que le 15 avril prochain, tous les ans, nous avons la visite du président de la République sur le chantier. Le 15 avril prochain, le président va voir les 2 transepts nord et sud achevés, à l'intérieur je parle, il va voir la voûte au-dessus de l'orgue et la travée de l'orgue achevée, il va voir une partie de la nef achevée, il va voir le tabouret de la flèche, c'est-à-dire la première partie, c'est-à-dire du rein de la voûte au mur goutreau achevé, donc il y aura du bois et il y aura les échafaudages qui vont commencer à monter. Ça, le passant dans la rue, il ne le verra pas parce que c'est encore au niveau des murs. Mais en dessous, il y a de la tripaille. Et puis progressivement, on va voir ça qui va sortir. Et ça va être dans le courant 2023. Et donc à la fin de l'année 2023, à la limite, la flèche elle sera déjà quasi bouclée. Donc ça va, ça suit son planning. La chance que j'ai de travailler dans l'univers des monuments historiques, c'est d'avoir affaire à des hommes, à de belles personnes. Alors il y aura toujours des crapules, mais la majorité c'est quand même de belles personnes. J'ai rencontré sur ce chantier, mais même dans d'autres, j'ai pu lier des amitiés avec des hommes de valeur, des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont droits, des gens qui sont ultra compétents dans leur métier, parce que je n'accorde mon amitié que à des gens qui m'ont démontré leurs compétences. Dans ce milieu-là, je ne vais pas devenir copain ou complice, on va dire, avec une entreprise s'il n'est pas ultra compétent. Et de là, après, j'ai confiance, et de la confiance va naître l'amitié. Donc, ça, c'est des valeurs totalement humaines, de contact humain, de confrontation d'idées et de confiance. En fait, tout est dans la confiance. Et ça, c'est des valeurs qu'on a là, qu'on cultive. Moi, quand je confie la construction d'une voûte à un maçon, je lui fais confiance. Puis quand je vais vérifier sur le chantier qu'il suit très bien, si je m'aperçois qu'il n'écoute pas ce que je lui dis, là, il va m'énerver, et là, je vais taper. Mais après, s'il comprend que faut pas me la faire et qu'il corrige le tir et que c'est pas donc par facilité, c'était plus par bonne foi qu'il faisait ça, ça va. Mais si je m'aperçois que le type a essayé de me gruger, de m'avoir, là, ça va pas. Et donc vraiment, le maître mot, c'est la confiance. Après, c'est le respect. Et puis surtout, j'ai énormément d'admiration pour les compagnons anonymes, les types qui viennent le matin casser du caillou à 7h du mat, quand il fait froid, quand il pleut, qui font leur boulot avec abnégation, discrétion, dans des conditions, franchement, vous retrouvez à poil dans les vestiaires 2 ou 3 fois par jour, c'est pas franchement une vie tout à fait normale sur un chantier. Et il y a cette espèce de modestie, cette espèce de bonhomie auquel je suis hypersensible parce que je sais très bien que sans eux, je pourrais taper du poing, taper des pieds, ça se ferait pas. Et donc on rejoint le côté entourer les gens de bienveillance, de respect, d'affection. Avec ça, vous obtenez tout. Et donc c'est des valeurs qui, en tout cas dans ce métier-là, sur ce chantier et dans beaucoup d'autres monuments historiques, c'est des choses qui perdurent. Donc le compagnonnage, c'est quelque chose de très de magnifique, parce que d'abord c'est un amas de culture, de savoir, de tradition, dont on a absolument besoin sur les monuments historiques. Donc ça, il faut l'entretenir, et pour l'entretenir, faut qu'il y ait de la reconnaissance, il faut qu'aussi, moi j'apprenne de eux, que je leur apprenne aussi, que je leur donne des défis, et en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances, ils vont relever le défi, et puis ils vont aimer relever le défi, parce qu'ils disent « Ah chiche, tiens, on va faire plaisir à l'archi », ou alors là on n'y arrive pas. Enfin, c'est du discours, c'est de l'échange, et c'est tout ça qui fait... en fait, c'est une masse, tout ça. C'est la masse d'humains, c'est une fourmilière
Et à Notre-Dame de Paris, l'objectif compris par tous et qui stimule tout le monde, c'est de retrouver la belle. S'il n'est pas déjà trop tard, je dirais que c'est certainement pas le fric la valeur cardinale d'une existence. Certainement pas. Qu'on s'amuse, d'accord, mais je pense que l'amitié, oui, c'est des choses qu'il faut cultiver, évidemment. Après, ça va certainement donner des choses qui vont vous aider, vous corseter. C'est bien de ne pas être tout seul, d'avoir une bande de copains de ça. Mais je crois que d'abord, moi j'ai la chance, et ça j'en ai conscience tous les jours, d'avoir toujours su ce que je voulais faire, et d'avoir pu faire ce que je voulais faire, et de le faire. Et Notre-Dame de Paris, on me dit souvent « Ah, c'est merveilleux, mon Dieu, quelle chance !» Alors je dis non, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, l'incendie n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est insupportable, c'est affreux, mais quand des fois je suis ravagé par la déprime, parce que quelque part, il y a toujours en moi une sorte de culpabilité par rapport à l'incendie qui n'aurait jamais dû avoir lieu parce qu'il a eu lieu alors que j'étais dessus. Rien ne prouve, contrairement à ce que certains petits historiens en mal de reconnaissance disent que c'est le chantier qui a foutu le feu. Ben, rien ne l'a prouvé, l'enquête est en cours toujours et elle n'a jamais démontré que c'était le chantier qui avait mis le feu. Mais j'ai toujours ça et on ne me l'enlèvera jamais, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Et donc je me dis même, heureusement que c'est moi qui m'en charge, parce que j'aurais pas supporté qu'un autre architecte s'occupe de ma cathédrale, parce que c'est vraiment ma cathédrale. Et il y en a certains qui m'ont fait « Mais vous dites ma cathédrale ?» Alors c'est souvent parce que j'ai ma cathédrale chez moi, je dis toujours ma cathédrale, et là comme c'est la même, je dis c'est ma cathédrale. Et puis je me suis aperçu que c'était beaucoup plus profond que ça, c'est réellement ma cathédrale. Alors certains ont reproché le fait que je m'identifiais un peu trop à la cathédrale et que le chantier c'était finalement le chantier de l'architecte en chef qui c'est sa cathédrale. Et quelque part je me dis heureusement que c'est comme ça parce que au moins je la chéris comme c'est pas permis, je me fous de savoir si je suis fatigué, je me dévoue complètement à cette cathédrale parce que c'est ma raison d'être. Et je suis peut-être de temps en temps malheureux parce que c'est lourd, mais je crois que je suis quand même hyper heureux d'avoir la chance d'œuvrer sur Notre-Dame de Paris. C'est pas joyeux tous les jours, les défis sont énormes, le contexte est terriblement difficile, technique, politique, terrible, mais la cathédrale est tellement belle, c'est tellement gratifiant à chaque fois d'être dessus, de découvrir des merveilles, des choses comme ça, qu'on oublie assez vite les conneries autour.